Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour le 10h midi et on va commenter l'actualité avec aujourd'hui Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Regard. Vous avez publié Ils ont tué la gauche aux éditions Fayard. Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Bruno Pomar, maire de Belleflou, ancien fondateur du RAID, et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Macron peut-il encore gagner le combat contre l'islam? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de naïveté, même l'islam politique? Oui, ça fait 2 fois que je le fais. Il me manque le bout de ma phrase, effectivement. L'islam politique, il veut lutter contre le séparatisme. Qu'avez-vous pensé de sa visite hier à Mulhouse? On en parle avec vous. Piotr Pawlenski assume son geste et annonce vouloir recommencer. Qu'en pensez-vous également? Et puis la CGT qui claque la porte de la conférence de financement des recherches, des retraites, des recherches, décidément. Ma langue flouche beaucoup ce matin. Il y a beaucoup de recherches. Voué à l'échec. On en parle avec vous. On va commencer peut-être avec Pierre. Coup de cœur? Coup de cœur. Je suis en plein dans la saison 3 de la série Baron Noir qui parle de la vie politique française. Et je tiens à tirer mon chapeau, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, soulever mon chapeau, à Éric Benzekri qui est un génie. Mais vraiment, c'est un génie. Ce scénariste a écrit des textes et un scénario qui est absolument formidable. Et ça donne envie de dire, et d'ailleurs je fais une proposition ce matin, mais qu'il se présente à l'élection présidentielle. C'est un véritable génie, un véritable tacticien, un véritable penseur de la vie politique française et notamment de la gauche française. Et je trouve vraiment déjà une comédie, cette série la vie politique, remarquable. Il faut arrêter. Ah non, mais c'est vrai que c'est d'une réalité. Mais même donc Éric Benzekri, si vous m'écoutez, soyez candidat pour 2022. Vous dites, et la fiction aujourd'hui, la réalité a dépassé la fiction. Largement. Mais c'est vrai que moi je vais pas parler de ce qui est dans la série parce que je suis très mauvais et surtout, comme diraient les Québécois, je vais divulgacher un certain nombre de choses, mais c'est formidable, vraiment, je vous assure. C'est vrai que c'est très réaliste et donnez des informations, c'est sur quel Canal+. C'est sur Canal+. Ah, mais j'ai pas Canal+. Je sais pas si ça donne envie aux électeurs de voter. Oui. C'est pas. Mais c'est vrai que Cadmerade est assez formidable. Anna Moudlalis en présidente, en jeune présidente. J'ai pas Canal. François Morel tous les gens qui n'ont pas Canal en ce moment. Absolument fabuleux aussi. Enfin bref. Tout le monde adore ces séries, c'est bizarre ça. Moi je suis pas du tout branché par ces séries. Non. J'ai tellement vécu dans la police pendant 36 ans à prendre des risques dans les interventions qu'à un moment donné tous ces trucs-là me dépassent complètement. Mais bon, là c'est un autre sujet. Il y a des choses très bien. Sophie, ce matin, vous parlez des animaux. C'est un coup de cœur. Enfin c'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur. Contre une association qui s'appelle Terpeta et ça me touche beaucoup, Terpeta, qui veut qui intervient d'ailleurs pour que dans les EHPAD les personnes âgées puissent garder leurs animaux. Alors je sais, ça paraît dans ce monde de brut un peu romantique, mais je veux dire quand on voit l'attachement à leur chat et les bienfaits, même les médecins disent que c'est pour la santé d'avoir un animal. Et ces gens qui rentrent dans un EHPAD, qui sont obligés de rentrer et qui quittent leur animal, souvent c'est la seule, j'allais dire la seule personne, mais le seul lien affectif qu'ils aient. Et je trouve ça formidable de faire ça. Et en plus, alors c'est assez génial parce que c'est vrai que c'est compliqué dans un EHPAD s'il y a 3 chiens, 8 chats, etc. Mais ils prennent ça en charge. Ils font un local spécial. Il y a des gens qui vont nourrir les animaux. Ils ne le facturent pas en plus. Et je trouve que c'est vraiment une très belle idée parce que aujourd'hui, on sait que l'affectif, c'est prioritaire. On sait que le rapport aux animaux guérit même des maladies. Et donc, coup de chapeau, il faut leur donner un peu d'argent, je crois, quand même. Ce serait bien. L'équithérapie, il y a tout un tas de choses comme ça pour les enfants handicapés aussi. Oui, absolument. Les animaux. Bruno, juste une petite chose parce que moi je le vis tous les jours parce que je vais voir ma mère quand on est dans un EHPAD tous les jours et il y avait 3 chats, un petit chien et un lapin et comme les locaux ont été modernisés, tout a été supprimé et effectivement tout le monde est très triste, et c'est pour des raisons a priori sanitaires ou de contrôle. Et moi j'allais voir ma mère dans un EHPAD et j'allais la voir avec mon chien et on me laissait tout à fait rentrer avec mon chien bien qu'il n'y ait pas d'animaux, il y avait un chat je crois, mais ce qui était extraordinaire c'est qu'ils étaient tous assis dans la salle commune etc. et le sourire sur ces visages quand ils voyaient mon chien, c'était extraordinaire. Et c'est vrai que nous avons un chien clandestin parce que c'est interdit dans les locaux et on a réussi. Faites attention, c'est pas mal là, tout, on va rien dire. Mais non, il n'est pas là tout le temps. Il est très calme. Bruno Pomar, alors moi je vais reprendre ma petite casquette d'élu du rural, engagé, coup de gueule, encore une fois,
pour notre représentation des députés. Je pensais à Sonforger, entre autres, mais entre guillemets à lui, mais à bien d'autres. Je pense à la France Insoumise qui font de l'obstruction systématique à l'Assemblée nationale. Bref, moi qui suis un petit élu engagé... Le Sonforger, c'est pareil. Pour moi, il y en a qui font de la politique et les autres qui font des guignols. Non, ils produisent rien. Et Clémentine Autain, quand elle danse... non. Elle fait un happening. Vous connaissez tous les happenings en politique. C'est quelque chose qui a été totalement découvert alors que ça date depuis quasiment un mois. C'est un clip qui a été fait par Attaque France et les happenings qui sont faits dans toutes les manifestations aujourd'hui contre la réforme des retraites. Il y a un collectif de femmes qui fait cette danse et qui chante. C'est bon enfant, c'est pas méchant. Il faudrait mieux bosser sur leur dossier surtout. Moi, je le dis en vous tant pouvez pas leur rural. reprocher de pas bosser, ils sont jour et nuit. Clémentine Autain en l'occurrence, elle jour et nuit. Ils dorment même, effectivement. Mais je trouve ça. Vous pouvez pas dire ils font trop d'amendements, ils font de l'obstruction et en même temps vous leur dites de pas. Je comprends, cher ami, mais moi je vous dis tout de suite. S'ils sont pas force de proposition, ces gens-là, ils sont là force de décision pour la démocratie. De proposition et qui sont pas force de proposition et en même temps qui font l'obstruction en déposant 20 000 amendements. C'est de l'obstruction. Mais oui, mais c'est quoi? Vous avez lu les amendements? Vous avez lu les amendements si c'est pas des forces, c'est pas des propositions. Vous avez lu? Non, mais honnêtement, vous avez lu les amendements? Mais les 19 000, non, j'ai pas eu le temps. Bah voilà. Vous qu'il y ait un désaccord sur le fond de ces amendements, je veux bien, mais vous pouvez pas dire qu'ils font pas de propositions et que c'est pas des propositions, ça. De l'apaisement, de la sérénité. Donc c'est eux qui vont provoquer, s'il y a 49... Ils produisent rien, c'est tout. Non, mais c'est eux qui vont provoquer à 49... Mais Sophie, il y a des lois qui ont fait 100 000 amendements en 2013 sur des lois différentes. Alors, rebondir toujours sur M. Sonforger, je suppose que notre ami sera aussi d'accord avec ce personnage, qui est quand même un super chirurgien. On m'a dit, c'est un mec brillantissime. C'est pas un chirurgien, il est médecin, radiologue, il est vraiment brillant. Et c'est un triste imbécile, ce gars-là. C'est ça. Quand on voit ce personnage-là avec un mandat, moi je suis élu du rural. Quand je vois le comportement de certains de ces gens-là, comme certains députés de la LFI, je suis scandalisé, mais de voir notre niveau politique dans ce pays. Quand je vois ce Sonforger en train de se pavaner, à vouloir embaucher Benalla, à rigoler de son mandat, parce qu'il ne produit rien, lui aussi fait partie de cela, je suis scandalisé, moi, en tant qu'élu, parce que je suis un élu du terrain, et croyez-moi que j'en fais du boulot à mon petit niveau. Et je trouve ça scandaleux de filer des mandats à des gens comme ça. C'est bien, il est plus à la République en marche, ils l'ont foutu dehors, mais c'est scandaleux, quoi. Et vous en avez un paquet comme ça, on pourrait filer des mandats, c'est l'élection populaire. C'est un nombre d'imbéciles ont pu être choisis et élus par la LFI en marche au moment de l'élection. Mais qui ont été choisis comment? Même type, c'est Mélenchon. Jean-Paul Delevoye, ils ont tous été choisis par Jean-Paul Delevoye. Mélenchon fait partie. Dans l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, mais il est brillant. Pensez ce que vous voulez, mais vous voyez bien que dans les élus qui ont été choisis et retenus d'ailleurs par les électeurs à l'Assemblée nationale, ce sont des gens qui font de la politique, qui ont fait de la politique, qui racontent pas leur métier. Ils font leur métier. Il faut un métier. Il mange depuis 40 ans à la politique. Donc qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux des hommes politiques, il vaut mieux des hommes politiques exactement pareil. Il vaut mieux des hommes et des femmes politiques engagés qui ont des convictions. Il vaut mieux des hommes et des femmes engagés comme Monsieur Sonforger, comme ça qu'on dit, qui n'ont aucune conviction, aucune colonne vertébrale et qui font les imbéciles à l'Assemblée. Se rejoignent, les deux extrêmes se rejoignent. Ne soyez pas caricatural. Vous pouvez être en désaccord avec la France insoumise, mais ne dites pas qu'ils ne font rien et qu'ils ne produisent rien. Il y a une parole intelligente. On peut détester Jean-Luc Mélenchon, mais ne pouvez pas dire que c'est pas quelqu'un qui a une culture, qui a un savoir, qui a une connaissance et qui a des convictions. Les Français s'en foutent de la culture. Ça, c'est parisano-parisien. 7 millions d'électeurs. Vous pouvez pas dire que les Français en trouvent. On peut pas dire que les Français s'en foutent de la culture parce que ça, c'est dramatique. 7 millions d'électeurs, Jean-Luc Mélenchon, au premier tour de l'élection présidentielle. Vous pouvez pas dire que les gens détestent Jean-Luc Mélenchon ou qu'il y ait une détestation. On se calme. C'est justement l'absence de culture qui provoque ça. Attention à ce que vous dites parce que l'absence de culture est un drame. Et on est en train de tout niveler vers le bas. Et c'est comme ça qu'on arrive à des résultats catastrophiques. Donc ne dites pas les gens s'en foutent de la culture, c'est tout. Oui, fait le français, moi. Écoutez, venez dans le rural avec moi. Sortez du périphérique. L'interrogation pour poursuivre. Je vous donne la parole après, Jean-Luc. Mais ce que je voulais évoquer ce matin, ça va dans le sens de ce que vous dites sur peut-être le niveau politique en général. Catastrophique. Ce matin, je vous propose d'écouter Christophe Castaner. Il était chez nos confrères de France Inter. Écoutez ce qu'il disait à propos d'Olivier Faure. Vous savez, comme tout est mis sur la place publique, ça appelle effectivement à minima à cette prudence. Ensuite, vous savez, les hommes politiques, les femmes politiques, il faut qu'il reste des femmes et des hommes. Parce que sinon, ils sont aussi coupés de la réalité. Vous savez, nous sommes des femmes et des hommes. Je suis un père de famille. Et ça vaut pour chacun d'entre nous. Et donc, il faut accepter aussi nos forces, nos fragilités. Il ne faut pas prétendre qu'on soit des super-héros. Et moi, j'invite la classe politique à beaucoup de modestie. J'ai été surpris d'entendre Olivier Faure ici dans votre micro. Je connais bien Olivier Faure à titre personnel depuis longtemps. Je l'ai accompagné dans ses divorces, dans ses séparations. Et c'est vrai que j'ai entendu, en étant assez étonné, ces leçons de morale.
Voilà, donc ce matin sur les réseaux sociaux, beaucoup réagissent en parlant de dégueulasserie, de s'attaquer à la vie privée d'un opposant, c'est-à-dire de révéler qu'il a divorcé plusieurs fois. Il prend les mêmes méthodes que Pierre Pawlenski. Là, il s'attaque à la vie privée, c'est assez bas. En plus, pardonnez-moi, mais je voudrais pas revenir sur ce qui a été public. Enfin, le ministre de l'Intérieur a été surpris en boîte de nuit en train d'embrasser sur la bouche une nana qui n'était pas sa femme. Ouais. Alors, père de famille, je veux bien. Non, mais alors, il y a aussi un point. Non, mais il dit à un moment la vie privée de Benjamin Griveaux est sacrée, mais rien à faire de la vie privée d'Olivier Faure. Alors, je voudrais surtout dire un mot, c'est que personne n'ose le dire. Il y a une espèce de politiquement correct qui consiste à dire. Et c'est vrai que la vie privée est la vie privée, c'est vrai que ce qu'on a fait à Griveaux est dégueulasse, mais pardonnez-moi, le comportement de Griveaux est absolument ce qu'on appelait autrefois immoral. C'est-à-dire que, moi je pense qu'il y a une forme d'exemplarité, on n'a pas besoin enfin je veux dire, c'est vrai que les hommes politiques, il y a une question en plus exemplaire. Sophie, on peut aller fouiller dans vos photos. Attendez, est-ce qu'on peut aller fouiller dans vos photos en direct sur ce plateau? Je finisse, je dis qu'il y a deux sujets. Il y a la dégueulasserie absolue qui consiste de rendre visible la vie privée. Ça, c'est incontestable, honteux, et on n'en est pas sorti parce qu'avec ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est épouvantable. C'est vrai, c'est inadmissible, c'est atroce. Mais d'un autre côté, je pense que le ministre de l'Intérieur, lui, personne là, il était devant tout le monde en train d'embrasser une femme dans une boîte de nuit. D'accord, il avait une journée difficile à cause des gilets jaunes, mais c'est pas une raison. Et se montrer, et en plus après expliquer qu'il y en a un autre qui a divorcé plusieurs fois, etc. Je veux dire, c'est le même process. Et moi, je pense qu'il y a un besoin. C'est pas vrai. Les Français ne pensent pas que c'est normal de tromper sa femme, que ça arrive à tout le monde peut-être, j'en sais rien, mais ce n'est pas normal entre guillemets, ce n'est pas. Surtout ça regarde que vous, ça regarde personne. Oui, ça regarde que nous. Sauf que je pense à la femme de Benjamin Griveaux. Excusez-moi, c'est monstrueux là ce qu'elle vit. Franchement, et que on se met toutes les femmes d'ailleurs réagissent en disant qu'est-ce que tu ferais toi, est-ce que tu le vires tout de suite? Enfin, je veux dire, c'est aussi la question que les gens se posent. Donc moi, je pense qu'il faudrait un peu de moralité affichée. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec la vie privée, un peu de moralité affichée. Jean-Luc, on vous a pas entendu. D'abord, je tiens à dire comme ça sera fait. J'ai divorcé, ça s'est bien passé aussi, avec mon ex-femme et ma nouvelle femme, aucun problème. Pas juste sur les réseaux sociaux. Mais on s'en fout. Comme ça, au moins c'est fait. Il vaut mieux le dire soi-même, c'est comme ça, on coupe court à tout. Oui, alors c'est un problème d'éthique d'ailleurs. Je m'adresse un peu à Sophie qui m'avait parlé que peut-être dans son organisation qui s'appelle Éthique, il y aurait peut-être un sujet là-dessus, un débat là-dessus. Moi, je suis pour la justice, évidemment. Et quand je vois les délais de justice pour un certain nombre de personnalités comme Alexandre Benalla, Carlos Ghosn, quelques policiers qui ont fait quelques... peut-être travers, tout ça est quand même évidemment navrant, ça donne une mauvaise image. Alors plus la violence... Qu'est-ce que vous voulez dire par délit de justice ? Pas délit, je dis... Délai, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire que l'affaire d'Alexandre Benalla qui a commencé en mai 2018 et qui s'est poursuivie, c'est que toujours c'est pas jugé, alors que certaines autres personnes sont jugées extrêmement rapidement. Bon. Mais qui, par exemple ? Parce que j'ai posé la question. La maison de l'appartement de Hollande, par exemple. Les gars qui se sont fait prendre. Ceux qui ont cambriolé le coffre-fort de Benalla qu'on n'a jamais retrouvé. Ils ont été Alors, c'est vrai, j'ai posé la question, nous avons une commission juridique à éthique, et j'ai posé parce que j'avais la même interrogation. Est-ce qu'il y a des lenteurs ou des rapidités différentes de justice ? Et on m'a dit non, en fait, ce sont pas les mêmes sujets qui sont traités. Ce qui arrive, c'est qu'immédiatement on réagit, c'est vrai, mais entre le moment où on réagit immédiatement et le moment où ce sera jugé, il y a un délai qui est à peu près le même pour tout le monde. Les tribunaux sont engorgés. Le cambriolage de chez François Hollande, on a retrouvé le mec en 3 jours. Clair, oui, mais c'est un coup de bol, non ? C'est vrai que sûrement connu sur l'histoire de la sextape et de la diffusion de vidéos à caractère sexuel sur les réseaux sociaux, on entend des chefs d'établissement, et notamment dans l'éducation nationale, dire que c'est des phénomènes qui arrivent de plus en plus souvent. Et les familles sont souvent démunies face à une justice qui, effectivement, ne réagit pas de la même manière. C'est ce qu'on a évoqué. Allez, mais on est un petit peu trop long. Une petite pause et vous aurez la parole, Jean-Luc Touly. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, avec Pierre Jacquemin, Jean-Luc Touly, Bruno Pomar et Sophie de Menton. Alors Jean-Luc Touly, vous vouliez vous exprimer juste avant la pub. Oui, parce que la dernière fois que
j'étais sur votre antenne, on avait évoqué le problème des élections municipales et des rumeurs nauséabondes sur des élus qui auraient été condamnés pour des raisons diverses. Et je pense que nous allons proposer une proposition de loi qui obligerait les élus, avant les élections municipales, à faire connaître à leurs citoyens, dans la mesure où ils se présentent, sur toute condamnation, ce qu'on appelle aujourd'hui le B2. Oui, sauf que la transparence, moi j'en peux plus. Tout à fait, tu as raison. Oui, mais le problème c'est que quand on le sait après, c'est un peu tard. Tu as raison. Voilà. Oui, non, mais alors attendez. Trop de transparence. La folie de la transparence. Mais c'est ce que voulait la Macronie. C'est ce que veut la Macronie. La Macronie a tort, Valérie. Oui, oui. Ben oui. Nos auditeurs vont défaillir. Là, ils vous prennent pour une Macronie. Non, mais attendez, je suis objective. J'ai du bon sens. La transparence, ça va presque contre la transparence. C'est n'importe quoi. On ne peut pas absolument tout dire de sa vie privée. Et pourquoi? Parce que chacun d'entre nous a quelque chose à un moment de sa vie qui pourrait. Vous êtes en accord total entre vos actes et vos pensées, il n'y a rien. Non, mais alors si c'est pour dire j'ai un enfant qui est hyper malade, effectivement qu'on ne le sache pas. Mais moi j'ai rien à me reprocher. C'est un peu comme la vidéosurveillance, quand c'est sur exactement. Moi j'ai des trucs à me reprocher, mais moi je m'en fous comme non, la vidéosurveillance. Mais est-ce que vous avez envie qu'on sache que vous regardez des films porno, par exemple, pour prendre cet exemple-là? Je m'en fous, ouais. D'ailleurs, ça m'est arrivé, mais je vous cache pas, j'ai été marié 3 fois, mais j'ai aucun souci avec ça. J'ai violé personne. C'est le casier judiciaire où il y a des condamnations. Je parle pas de choses. Oui, des choses graves. C'est pas la morale. Ah oui, la condamnation judiciaire, c'est normal. Ça, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on peut se présenter comme maire avec un casier judiciaire. Avec un casier judiciaire. C'est pour ça qu'il y a souvent des... Il y a même des maires condamnés, je vous rappelle. Mais bien sûr. Même des maires condamnés, comme le maire de Cabourg, par exemple, qui a été condamné par la justice à une faible peine pour violence conjugale, qui aujourd'hui continue d'être maire de Cabourg. Tout à fait. C'est inadmissible parce que d'abord, ça montre que la justice n'est pas forcément exemplaire. L'exemplarité. Mais il y a quand même deux choses différentes. On ne peut pas mettre sur le même plan, je pense, la question de la transparence de la vie politique qui nécessite quand même d'avoir un bon comportement, de déclarer ses impôts, de déclarer ses revenus, etc. Et la question, effectivement, du tous fliquer. Et ça, je pense que les politiques, les hommes et les femmes politiques qui votent les lois ont une responsabilité dans cette société que l'on est en train de construire, qui est une société de surveillance de masse, avec la vidéosurveillance. Je sais que Sophie, vous êtes favorable, vous venez de le dire. Je suis pas contre. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de mettre dans la tête des gens qu'il va falloir créer la reconnaissance faciale dans les rues pour savoir qui est où. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout le monde trouve ça normal parce qu'aujourd'hui, ça évite d'avoir des délits qui seraient passés inaperçus. Mais sauf qu'on crée dans la tête des gens cette société qui serait normalement constituée et qu'il faudrait surveiller de manière massive. Parce que la société est de plus en plus criminogène, c'est ça le problème, cher ami. Et puis, parce qu'il n'y a plus de responsabilité individuelle. Alors, attendez, pas tous en même temps. On a une société qui est de plus en plus criminogène, de plus en plus d'incivilités, on les compte même plus, que l'État, le gouvernement, et peut-être on ferait pareil à leur place, je ne sais pas, pour se parer de toutes ces éventualités, on cherche tous les moyens de technologie sécuritaire, avec la reconnaissance faciale, etc. C'est peut-être, je ne sais pas, un contresens, je ne sais pas de l'histoire. Mais c'est la nécessité, je pense. La responsabilité individuelle, c'est stupéfiant. Les gens, une femme se fait attaquer dans une rame de métro, les gens regardent ailleurs. Je veux dire que c'est épouvantable, et moi je pense que la morale, semblant de structure morale. Ça fait ringard d'en parler, on le dit plus. Je veux dire qu'il faut élever mais c'est les politiques qui jusqu'à maintenant se sont sentis aussi totalement impunis et totalement hors sol. Quand on pense à Cahuzac qui a pu accepter d'être ministre du budget compte tenu de ce qu'il fait. Certains politiques. Mais il ne faut pas les louper. Ils sont satellisés, les mecs, ils sont sur une autre planète. Comment on peut accepter et comment pour Griveaux, effectivement, on peut faire campagne sur le bon père de famille. C'est quand même, c'est schizophrène. Je pense à Agnès Buzyn quand même qui a pleuré en partant de Ah oui, ça c'est on l'a évoqué hier. Alors si on l'a évoqué, je rappelle. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. C'est ton côté sensible, ça. Voilà. Non, mais alors d'abord, il y a l'émotion des gens qui vous disent qu'ils vous aiment. Enfin, je suis désolée, à discours, on a les larmes aux yeux, on a le droit de pleurer. Et je trouve ça sain. Elle n'a pas pleuré pour un sujet précis. Elle a été émue de quitter son ministère. On n'en sait rien. Où est-ce qu'elle pleurait de devoir aller à la mairie de Paris? On sait pas. Il y a de quoi pleurer. En même temps, vu les dossiers sérieux qu'elle avait entre les mains, c'est vrai que ça paraît, encore une fois, pour le contribuable moyen, pour le mec moyen, se dire, attendez, elle avait de super dossiers, elle ne voulait surtout pas entendre parler de mandat à Paris, et puis là d'un coup, elle s'en va. Elle a dit la veille qu'elle ne voulait en aucun cas partir. D'un autre côté, alors maintenant, question, elle a évidemment obéi au chef de l'État, ça tombe sous le sens, on est tous d'accord. Est-ce que quand on est ministre, obéir au chef de l'État,
c'est pas normal. Vous avez vraiment l'impression qu'elle avait la main sur le dossier des retraites, vous ? Non. Bon, non. Voilà. Non, pas des retraites, elle n'est pas dans le dossier des retraites. Médical. Non, médical, elle est... Non, médical. C'est quand même elle qui porte, c'est son ministère qui porte le dossier retraite, donc bon, on peut pas dire... Oui, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'hôpital, le sujet, c'est le coronavirus. Le sujet, c'est qu'ils sont tous interchangeables, et quelle que soit la personne que l'on met à quelque ministère que ce soit... Vous avez raison. Alors que dans une entreprise, on met 1 an à trouver le bon profil, le mec qui s'y connaît, etc. On a l'impression que dans le monde politique, il y a des pions qui n'y connaissent rien, que ça n'a aucune importance. Le lendemain, ils sont béton. Alors heureusement, saluons le fait qu'elle a été remplacée par un médecin qui franchement a l'air compétent. C'est déjà ça. Enfin, le mec, il arrive et il dit je vais lancer un grand audit pour voir, pour connaître le malaise du personnel hospitalier. On tombe un peu de l'armoire, quoi. Le mec, il s'y connaît, il lance un audit alors que les personnels de santé sont en grève depuis 1 an. C'est un peu. Ça donne une mauvaise. Alors, je quand même pas terrible. On pourrait faire un numéro vert d'ailleurs. Hein. Il pourrait faire un numéro. Sur quoi ça va aboutir. Un numéro pour récolter le malaise du personnel hospitalier. Vous avez raison, Valérie, mais il y a quand même quelque chose qui est important parce que je vois bien dans les hôpitaux en posant les questions, etc. Il y a énormément de sujets qui les font faire grève et qui ne sont pas forcément une question de moyens ou de tout ce qu'on pense. Je ne suis pas sûre du tout qu'un ministre qui arrive connaisse la réalité du terrain. Il est médecin. Vous dites c'est formidable, il est médecin. Ce malheureux, il vient d'arriver. Une petite pause pour vous refaire. Après, la réforme, elle est faite par les technos. Et on se retrouve dans un instant. Emmanuel Macron peut-il gagner le combat contre l'islam politique ? Il était hier à Mulhouse. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette visite avec une photo tout à fait étonnante que je voudrais évoquer dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard, Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption, Bruno Pomar, Belle de Merflou. Voilà, maire de Belleflou, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Emmanuel Macron était donc à Mulhouse hier dans le Haut-Rhin. Le chef de l'État s'est engagé contre l'islam politique. Il a affirmé que la lutte contre le séparatisme islamiste n'était pas dirigée contre les musulmans. Il veut effectivement éviter les prêches non conformes aux lois de la République, limiter par exemple les imams détachés, et en même temps on a Aurélien Taché qui dit ce serait bien qu'on apprenne l'arabe à l'école, dès l'école. Bon, on mélange un petit peu tout, mais l'islam politique, comment lutter contre... Est-ce que le combat n'est pas déjà perdu d'avance, Pierre Jacquemin ? Non, on peut au moins se féliciter qu'effectivement Emmanuel Macron reconnaisse qu'il n'y a pas de communautarisme en soi et que la question du communautarisme, elle avait été mal posée. Elle avait été mal posée. Après, faire du sujet central, d'un sujet central, comme il l'a fait en allant à Mulhouse, la question du séparatisme tel que lui il le présente, c'est-à-dire cette espèce de forme de mobilisation politique qui consisterait à dénier les règles de la République au nom d'une commande d'un pays étranger ou d'une religion. Bon, c'est un combat qui est légitime parce que ça existe. Il ne faut pas nier le fait que ça n'existe pas, mais en faire un événement en soi ne me paraît pas tout à fait approprié. S'il avait fait une grande conférence sur les quartiers populaires en disant il y a un sujet sur les quartiers populaires, mais on répond à cette question par la question sociale, par la question des moyens, par la question du réinvestissement des services publics. Vous savez, par exemple, très bêtement, les mosquées en Seine-Saint-Denis. Jusqu'à quelques années, vous devez le savoir d'ailleurs très très bien, mais il y avait un dispositif de la police qui pouvait vérifier s'il y avait des réseaux salafistes qui infiltraient ces mosquées. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de services de police qui sont en capacité d'aller... Parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'on enlève des effectifs. Donc la question, c'est la question des services publics principalement. C'est ça qui est problématique, c'est que je veux bien Enfin non, je veux pas d'ailleurs, parce qu'on voit bien quand même, il y a une opération aussi électoraliste, on peut pas s'empêcher de penser que cette intervention... C'est ce que lui ont dit les habitants. Et qui en plus est séquencée, parce qu'on sait que la semaine prochaine, Emmanuel Macron va revenir sur le sujet, ils essaient de jouer cette espèce d'opposition entre Macron, le héros de la République, le défenseur de la démocratie, et Marine Le Pen, qui risque possiblement de prendre des mairies dans le cadre des municipales, et y compris des mairies d'ailleurs de plus de 100 000 habitants, et que c'est une inquiétude, et que donc du coup face à ça, il sort les gros bras en disant ça y est, je vais agir. Alors que franchement, dans les propositions, on peut pas dire qu'il y a des propositions très concrètes qui émergent. Il y a une autre réflexion à avoir. Je ne peux plus supporter les discours, les déclarations, les commissions, les rapports qu'on remet toute la journée. Je ne peux plus supporter, et je crois que les Français non plus. Il ne sort rien de tout ça. Non. Nous n'avons pas
la moindre trace de concret. Je crois que les politiques devraient arrêter toute déclaration d'intention ou autre. Ils devraient faire, parce que tous les outils sont déjà là aujourd'hui. C'est-à-dire de vouloir faire une énième loi. Il y a la to-do. Dans les entreprises, on appelle ça les to-do. On le fait immédiatement. Il faut annoncer quelque chose qui est opérationnel dans le mois qui vient. C'est pas supportable. Alors, tout ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est la fin du système des imams détachés, davantage de contrôle sur le financement étranger des mosquées, sauf que entre les paroles et les actes... Il a eu le courage de le dire, parce que j'ai pas entendu un président le dire, ce genre de choses. Les imams pas. Comment vous faites pour avoir un contrôle de l'État sur le financement des mosquées? Ça répond pas à la question. Avec toi. Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte qu'il y a 10 fois plus de lieux pour les catholiques aujourd'hui, parce que l'histoire française fait que... Et le fameux imam qui n'a pas été viré. Non, mais il y a quand même un problème de lieu de prière. Il faut quand même se rendre compte que c'est un sujet. Aujourd'hui, lui, il fait bien la distinction, il a raison, entre l'islam et l'islam politique, et entre l'entrisme et entre ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, vous parlez des listes électorales, vous parlez du Front National, il y a très grave aussi, c'est-à-dire avec des gens qui aujourd'hui, on a à Garges-les-Gonesse un maire cité comme salafiste qui peut être élu. On a des gens qui sont sur les listes électorales à des postes clés et qui font... oui, mais Valérie, vous faites la différence entre l'islam et l'islam politique. Pardonnez-moi, il y en a de moins en moins et il y en aura de moins en moins. Quand on a demandé... J'explique. L'islam, c'est une religion, mais l'islam est une religion, mais c'est aussi d'un régime politique dans tous les pays où il y a l'islam. Ce sont des États religieux. Et je pense, quand je dis ça, c'est pas une critique du tout individuelle ou quoi que ce soit, je pense que quand il y a eu un sondage qui est paru pour demander à des musulmans s'ils mettaient la France avant leur religion, et la réponse a été très majoritairement, j'ai plus le chiffre à l'esprit, mais très majoritairement, bien sûr que non, je mets ma religion avant la République française. Ça ne veut pas dire que ce sont des islamistes, que ce sont des gens qui veulent remplacer la République. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'un islam politique. Mais l'islam politique, c'est pas islamisme ni attentat. L'islam politique... l'islam politique, c'est très précis. Ça correspond à un islam de conquête qui a des revendications très dures et qui veut transformer la société. C'est ça l'islam politique, c'est ça aujourd'hui. Oui et non. Ça veut dire aussi que l'islam est une religion qui, par définition, est une religion qui croise le politique, enfin qui est politique. Mais c'est là où l'État doit être. Vous croyez que les catholiques n'ont pas aussi des mouvements autrefois, oui. Non, pardon, pas aujourd'hui. Quand vous avez catholiques, il y a des catholiques intégristes, mais même, je veux dire, il y a des gens qui se revendiquent politiquement comme catholiques. Il y a quand même des activistes qui s'appellent les manifestants. Prenez les 150 quartiers qui sont plombés par l'islam et la DGSI, tout le monde, les RT, les renseignements territoriaux, tout le monde le dit. Les annonces qu'a fait Macron avec des acronymes, le CREL, le centre d'islamisation et de je sais pas quoi, et de repli. Enfin, bon, on fout des acronymes surtout, c'est à la mode. Moi, je pense qu'il y a de vraies choses à faire. Mais ça existe déjà. Quand je dis, moi, et je suis dans le monde associatif, vous le savez Valérie, quand il faut mailler le terrain avec des associations qui seraient bien identifiées pour passer les bons messages démocratiques de société. Voilà comment on vient contrer tout cet islam qui ravage les frères musulmans, le wahhabisme, le salafisme, tout ce qu'on rencontre dans ces quartiers. Les associations, c'est de l'impuissance de l'État. Mais non. Ce sont des relais, vous voyez, les associations de femmes qui interviennent dans les quartiers. Mais bien sûr, il y a des gens qui font un travail remarquable, qui sont reconnus. Quelles associations? C'est la question. Il faut les identifier et surtout il faut les aider. Il ne faut pas retirer de l'argent comme le gouvernement l'a fait en enlevant des emplois aidés, en enlevant des subventions. Vous avez raison, sauf que l'argent dilapidé dans des associations inutiles et la gabegie est aussi énorme. Alors, attendez, on va prendre un auditeur. Vous aurez la parole, Jean-Luc Tully. Bernard est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Valérie Expert. Bonjour. On vous écoute, Bernard. Oui. Bonjour à tous vos invités ainsi qu'aux auditeurs. Voilà. Et puis merci de me donner la parole. Voilà, moi je pense que, moi je suis pas un spécialiste, mais j'ai juste une logique. J'ai 68 ans, je suis à la retraite et j'écoute ce qui se dit depuis fort longtemps. Pour moi, le poussin est mort dans l'œuf, c'est trop tard. Je pense que Macron essuie les plâtres d'une politique qui a été nonchalante depuis une trentaine d'années, et peut-être plus. Voilà. Si on écoute, je ne veux pas parler de Marine Le Pen. De toute façon, on est dans les traces. Philippe de Villiers, le général Sublet, qui lançait un cri d'alarme. Il cite « La France doit agir et reprendre l'initiative sur son propre sol ». C'est pas moi qui l'écris. Je pense que ce sont des gens sérieux. Voilà. Donc, je pense que c'est très électoral. Il a peur de perdre, un peu comme à la guerre, de perdre les territoires.
Et donc, il va là-dedans. Par contre, je veux dire, il essuie les plâtres de ce qui n'a pas été fait. Oui. Et voilà. Voilà, il est allé. D'accord. Merci Bernard d'être intervenu, Jean-Luc Touly. Merci beaucoup. Je partage tout à fait ce que dit Bernard et encore plus ce que disait Sophie, parce que c'est vrai que j'ai fait un bouquin sur les rapports enterrés de la République, donc le nombre de rapports qui sont souvent d'ailleurs pas inintéressants, mais qui débouchent sur rien. Le dernier de Borloo qui était excellent. Borloo, voilà. Oui, il était mais ce que je veux dire, c'est celui qu'on a remis ce matin. Moi, le problème des croyances, je ne crois plus strictement en rien, ni aux politiques, ni au syndicalisme, même si tout ça est utile, ni encore moins à la religion. Mais la religion, c'est du domaine privé, d'abord. Donc, ça soit valable pour toutes les religions. Donc, faire des discours là-dessus à la veille des élections municipales, c'est gros comme une maison. Ça va encore stigmatiser et que ça va être utilisé d'ailleurs dans tous les côtés. Donc, je trouve qu'il serait plus utile peut-être de fermer certaines écoles coraniques, qui sont de moins en moins discrètes d'ailleurs. On sait très bien où elles se trouvent. Mais effectivement, il n'y a pas les moyens au niveau de la police. Donc, il n'y a pas la volonté. Et tout ça est un discours politicien pas très intéressant. Et donc, on règle rien. Et effectivement, on hérite d'une situation de laxisme depuis très longtemps. Moi qui ai été de gauche, peut-être que je le suis encore, je ne sais plus exactement. C'est vrai, le vivre ensemble, donc tout est permis. La liberté. Mais quand moi je vois dans ma commune ou dans les communes voisinantes un nombre de femmes voilées, moi ça m'hérisse le poil. Parce que c'est pas un problème de religion pour moi. C'est la femme, c'est l'esclave de l'homme. Merci. Et ça, j'arriverai pas à l'accepter. On va pas faire le débat sur le voile. Non, mais enfin, quand on voit une femme voilée photographiée à côté du président de la République. Je voulais évoquer. Parce que on se posait la question avec Pierre Jacquemin pendant la pub. Effectivement, le président de la République, on le voit. Alors, il est de 3/4 avec une femme qui a complètement un voile. C'est pas un voile intégral. Elle a le nez masqué, le bas du visage et le haut du visage. Il y a que les yeux. Il y a que les yeux. Donc la burqa et le hijab est interdite. Et effectivement, dans la loi, le port de toute tenue destinée à dissimuler son visage, comme le niqab ou la burqa, est en revanche interdit dans l'espace public. Et à 40 cm du président de la République. On a l'impression qu'elle lui parle. Donc comment son entourage, après on n'a pas la séquence, est-ce qu'il lui a parlé ou pas, est-ce qu'il l'a vu ou pas, on n'en sait rien. Un symbole d'impuissance mais que l'entourage ait laissé passer cette femme, le symbole est terrible. Mais Valérie, moi je voulais revenir au sujet. La question que vous posez, c'est comment lutter contre cette diabolisation-là. Je crois que c'est les maires qui sont les premiers responsables à travailler là-dessus. Et quand on voit la semaine dernière sur Le Point l'affaire Lagarde, mais on en voit d'autres, je peux vous en citer des mairies qui travaillent à fond avec les milieux salafistes et autres pour se faire élire, le clientélisme existe toujours. Bien sûr. C'est une cata. Et le maire sur le terrain est lui à même de pouvoir trouver des solutions. Je le dis avec les réseaux associatifs, identifier des associations qui travaillent dans le bon sens. Moi, je vous dis, la mienne, elle le fait. Je peux être contrôlé, j'ai aucun sujet. Je ne fais pas de prosélytisme. Vous n'avez pas de problème dans votre commune. Vous n'avez pas de problème d'islamisation, d'islam politique. Heureusement, mais pour dire que les élus, ils sont démunis. Les élus, c'est ça qu'il faut dire. Ils sont totalement démunis. Ils veulent se faire élire à tout prix. Non, mais ils sont surtout démunis. Je pense qu'ils ont aussi le problème. Ils sont pas obligés. Ils sont pas d'agir. Mais ils sont pas obligés de prendre des fichiers S sur leur liste. Il y a la volonté. Non, il y a la volonté. Non, ils sont pas obligés de prendre des fichiers S sur leur liste. C'est ce que disait Valérie Pécresse ce matin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des CV pour le moins étrangers. Non, mais les élus, d'ailleurs, il y avait eu toute cette polémique parce qu'à un moment donné, le gouvernement voulait confier aux élus locaux la possibilité d'avoir recours aux listes des fichiers S. Sauf que qu'est-ce que vous donnez comme moyen d'action aux élus locaux, si ce n'est de les rendre responsables de quelque chose dont ils ignorent tout. Oui, mais ça permettait d'identifier. Et n'importe qui peut être fichier S. Ça se trouve, je suis fichier S parce que j'ai participé à des manifestations. Donc, il faut arrêter avec cette histoire de fichiers S. Il faut commencer par faire un vrai fichier. Sans doute faudrait-il déjà effectivement commencer par faire des vrais fichiers et arrêter de faire peur aux gens parce que c'est pareil dans ce sujet. Je dis pas qu'il faut pas en parler, mais c'est pas une priorité. C'est-à-dire que oui, il faut intervenir, mais en faire des grands sujets comme Emmanuel Macron est en train de le faire. Vous savez, quand vous demandez aux Français combien aujourd'hui la part des musulmans aujourd'hui en France, on vous répond 31%. Ils sont 7%. Donc ce fantasme aujourd'hui qu'il y aurait un espèce de grand remplacement. Mais si vous lisez le livre de Monsieur Rougier qui s'appelle Les Territoires, je suis en pleine lecture. Il vous explique que c'est une minorité agissante aujourd'hui, pas ceux que vous citez, mais il y a une minorité agissante qui a un projet politique et qui a un programme politique. Mais que le président de la République fasse un séquençage comme ça sur ce sujet. C'est sûr qu'à ce moment-là, alors ça fait 1000 jours qu'on attend ce discours. Et on sait très bien que derrière, c'est la stigmatisation d'une population qui est la population musulmane, qui n'est pas homogène. Le nouveau recteur du CFCM, du Conseil français du culte musulman, aussi est allé un peu plus loin que le faisait Boubacar. Boubacar, il n'a jamais rien fait entre nous. Il ne s'est jamais mouillé sur tous ces sujets-là. Le nouveau a l'air d'avoir
fait quelques annonces dans ce sens. Oui, mais les annonces, vous me parlez tous d'annonces, de discours, c'est insupportable. Oui, mais déjà, au moins, agir. Il y a les lois, ne serait-ce que cette femme dans l'espace public. Il y a des femmes qui aujourd'hui se promènent dans l'espace public avec le visage dissimulé. Des enfants qui aujourd'hui, à qui on met les voiles à 7 ans. On aimerait que le président de la République intervienne en disant la priorité dans ces quartiers, c'est la question de l'emploi, c'est la question de l'économie, c'est la question de l'éducation, c'est la question des services publics. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. En même temps, le reste gangrène aussi. Mais qu'il le fasse. Toute cette atmosphère quand même qui est tendue dans les quartiers. Qui est un autre sujet, effectivement. Vous voyez, la phrase exacte de Valérie Pécresse de ce matin, c'est: on peut être aujourd'hui fiché à l'antiterrorisme et être sur une liste municipale. Voilà, donc c'est même plus que fiché S. Je voudrais qu'on parle de Piotr Pawlenski, donc l'activiste, artiste russe qui a revendiqué la diffusion des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, a été mis en examen pour atteinte à la vie privée et il a été placé sous contrôle judiciaire avec évidemment interdiction de rencontrer sa compagne Alexandra Tadeo qui également a été mise en examen. Piotr Pawlenski lui assure qu'il ne regrette rien et qu'il entend poursuivre son action dans le but, dit-il, de révéler les mécanismes du pouvoir. Ça vous inspire quoi, Bruno Pomar ? C'est un réfugié politique, ce monsieur, il faut savoir. Ouais. Je trouve que son comportement, au-delà de Griveaux, bon, je m'en fous, Griveaux fait ce qu'il veut, mais je veux dire, il a vraiment autre chose à faire, cette énergie humaine. Pour moi, ce gars-là est dangereux pour notre pays. Donc ce gars-là, il faut le renvoyer chez lui. Je sais que c'est pas simple. On peut le renvoyer chez lui. Mais il est quand même protégé. Il est protégé, réfugié politique. Ça s'enlève, ça, non ? Oui, non, ça s'enlève. Il y a deux raisons: terrorisme ou atteinte à la sûreté de l'État. Atteinte à la sûreté de l'État, c'est le cas. Mais que cherche ce gars-là ? Donc, est-ce qu'il est manipulé ou pas ? Je sais pas, mais enfin, c'est d'une tristesse. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Sûreté de l'État, puisqu'il déstabilise les élections. C'est un triste personnage. On peut considérer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, il faudrait arrêter de parler de ça parce que c'est insoutenable. Je veux dire, ce type, la justice agit, point. C'est un type qui est ignoble, qui ne devrait pas être là. On l'a évoqué tout à l'heure. En fait, il y a très peu de condamnations pour du revenge porn, pour des gens qui publient des vidéos. Si on publie une vidéo de civilisation, il y a des amendes uniquement. C'est très difficile. C'est un changement de civilisation que nous vivons. Non, mais faut pas. Ça a toujours existé. D'abord. Non, mais les réseaux sociaux, non. Non, les réseaux sociaux, c'est une nouvelle invention. Mais je lisais un article il n'y a pas longtemps où on expliquait comment Napoléon avait été lui-même outé avec des correspondances de lettres érotiques. Enfin, chaque époque, je dis pas que c'est bien et que c'est pas bien. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement que la justice soit, à mon avis, suffisamment exemplaire là tout de suite pour que ça dissuade un certain nombre de personnes. Mais on le voit que dans la plupart des cas, pour avoir entendu quand même beaucoup de magistrats et d'avocats, on avait un avocat tout à l'heure dans le milieu scolaire où effectivement le sujet commence à devenir très très présent, les affaires se multiplient, mais surtout il faut que encore une fois que la justice soit suffisamment ferme. Et sur cette affaire de Piotr, moi je suis un peu d'accord avec Sophie, effectivement, j'en ai un peu assez entendu, et d'autant plus qu'on n'est pas des professionnels de la justice, et effectivement on peut être en droit de se poser la question de savoir pourquoi Piotr Pawlenski n'a pas pu avoir un avocat pendant les 3 jours ou les 2 jours dans lesquels il a été retenu en cellule. Ça paraît assez bizarre effectivement dans le fonctionnement de la justice parce que c'est quand même un droit. Par ailleurs, là où je suis pas d'accord, c'est qu'on n'enlève pas le statut de réfugié à une personne qui a eu un statut de réfugié. Si Piotr Pawlenski est menacé en Russie, bien qu'il y ait des affaires sur lui, d'ailleurs sur des violences sexuelles visiblement en Russie, si la France a considéré qu'il devait avoir le statut de réfugié, ça ne doit pas... la France peut changer d'avis. Je sais pas s'il continue à être menacé il a fait de la tôle, il a agressé des gens. Et par ailleurs, il sera tout aussi condamné. S'il doit être condamné, il sera condamné en France. Et sans doute, d'ailleurs, c'est ce qu'il cherche, parce qu'hier, il était très surpris de ne pas avoir été en prison. C'est quand même très étonnant tout ça. Et le pathos de l'affaire, c'est que vous avez Juan Branco qui arrive comme ça. Pouf, il n'arrive pas comme ça, mais... il avait besoin peut-être de passer un peu en télé, en radio, parce qu'il avait... Il n'a pas besoin de ça. Mais il n'a pas franchement besoin de ça. Il a un livre qui a cartonné, qui se vend très bien. Mais quelle tristesse. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire, les méthodes utilisées sont ignobles, et que moi, j'ai plutôt la vraie victime là-dedans, c'est Madame Griveaux. Oui, on l'a dit au début. Donc, mais je tiens à le dire parce que vraiment, j'ai entendu depuis 3-4 jours mais c'est aussi le pauvre Monsieur Griveaux, c'est les enfants Griveaux, c'est la famille politique de Benjamin Griveaux. Et donc, je pense qu'il a bien fait. Est-ce que vous pensez qu'il ira au bout là ? C'est vraiment du Madame Irma, mais est-ce qu'il va continuer à diffuser des vidéos ? Il faut arrêter aussi sur Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux était un mauvais candidat. Il y a une espèce d'explosion de joie. C'est très étonnant quand vous côtoyez un peu les réseaux qui sont pour ça. Il y a une explosion de joie à l'arrivée d'Agnès Buzyn.
qui a commencé par virer le parc prévu et etc. etc. Donc non, c'est pas un type extraordinaire. Ce qui lui est arrivé, il l'a cherché. Ce type s'est mal comporté et franchement, il faut séparer les choses. C'est un peu dégueulasse. On peut critiquer. Je l'ai fait. J'ai bien fait la différence entre les deux choses. Non, parce que vous arrivez toujours sur le côté. Il l'a bien cherché. J'ai pas dit ça. Qui a dit qu'il a bien cherché? Vous venez de dire, il récolte ce qu'il a semé. Si. Vous venez de le dire. Vous avez dit. Voilà. Christophe Barbier a dit la même chose que vous. Il n'a que ce qu'il mérite. Non, pardon. Non, pardon. Il aurait dû être prudent, minimum prudent. Voilà. On va pas refaire l'histoire. Moi, personnellement, moralement, je pense pas que c'est un type très bien. Voilà. Mais c'est mon avis et je le partage. Mais en tout cas, on prend les Parisiens quand même pour des abrutis parce que franchement, de changer de candidat au dernier moment. Il n'y avait pas tellement le choix. Oui, mais c'est pour ça que la pauvre Agnès Buzyn, qui peut-être ne va pas laisser un grand souvenir au ministère de la Santé, mais en même temps, ça improvise pas maire de Paris. Non. C'est plus dur. Enfin, tout était préparé en même temps, il paraît. Je crois que Mme Hidalgo a un boulevard. On verra. Non, elle prend des voix à Rachida Dati, à mon avis. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. On va parler peut-être un petit peu de la CGT qui claque la porte de la conférence de financement. On se retrouve dans un instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. La CGT ce matin a claqué la porte de la conférence de financement lors de l'ouverture des discussions. C'est donc le numéro 2 du syndicat, Catherine Perret, qui estime que le compromis n'est pas possible. De son côté, Laurent Pietraszewski, en charge du dossier pour le gouvernement, lui assure que les discussions se poursuivront sans la CGT. Alors c'est reparti pour un tour. C'est une conférence qui était présentée comme le sauvetage de la réforme. Qui visiblement va finir en eau de boudin, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, je voudrais vous citer une phrase de Geoffroy Roux de Bézieux, qu'il a fait publiquement au MEDEF, qui a dit « On est dans un train qui se dirige à vive allure vers la gare, et le MEDEF se demande juste à quel moment il va sauter du train. » Ouais. C'est-à-dire que le MEDEF aussi pourrait abandonner la table. C'est-à-dire que c'est une réunion justifiée sur le financement. Il était inenvisageable que tous ces acteurs différents tombent d'accord. Comment voulez-vous qu'ils tombent d'accord? On va arrêter quand de se mentir? C'est la CFDT qui, en fin de compte, a raconté des blagues, quoi. La CFDT, oui, plus ou moins. Non, ils étaient un peu plus modérés. C'est la CGT qui était arrêtée sur le sujet. Non, de faire croire que la conférence allait déboucher sur un accord. Est-ce qu'on peut croire? Peut-être qu'ils y ont cru, je veux dire, entre eux d'abord. Très souvent, on s'aperçoit que quand ils sont entre eux autour d'une table, ce sont des gens intelligents, ils se rendent bien compte des choses, mais qu'il y a la base derrière et qu'ils sont pas honnêtes. Donc je pense que c'est voué à l'échec. Il n'y aura pas de financement possible. On peut pas. Il y a 113 milliards de prévus de déficit. Non, pardon, c'est pas ce chiffre-là. J'ai oublié le chiffre. Mais il y a un déficit gigantesque prévu. 113 milliards de 2018 à 2030. C'est bien ça. Pour une fois, j'ai un bon chiffre. Quasiment 12 milliards par mois. Est-ce qu'on peut faire sans la CGT? C'est ce que dit le secrétaire d'État. Il n'y a pas que la CGT dans le paysage. Valérie, depuis le début du quinquennat, ce gouvernement fait sans les syndicats. De toute façon, qu'il y ait la CGT ou pas la CGT, on sait très bien depuis le début que la stratégie du gouvernement, c'est exactement la même que celle qui a précédé avec l'affaire de l'assurance chômage. Mais il veut mettre face à ses responsabilités les syndicats, enfin le patronat et le syndicat, et puis à la fin dire vous voyez, ils sont pas capables de se mettre d'accord, c'est nous qui allons décider. Donc c'est ça qui va se passer. Donc la CGT n'est pas dupe. Il y a un simulacre de démocratie sociale depuis le début de ce quinquennat, et c'est invraisemblable. Et de toute façon, vous le voyez à l'Assemblée nationale exactement. Il y a un déni de démocratie parlementaire, un déni de démocratie sociale. Et là où effectivement le train dont parle Sophie nous conduit dans le mur, c'est qu'ils vont tous nous exploser la figure, et la Macronie en premier. C'est-à-dire que la fin des fins, c'est qu'on sait très bien qui s'en sort souvent le plus vainqueur. Il y a cet âge pivot. Mais bien sûr, sauf que c'est une ligne rouge, l'histoire de l'âge pivot. On sait très bien que la stratégie qui était celle des syndicats, c'était de dire il y a une solution pour le financement, c'est la hausse des cotisations. Le MEDEF est contre, le gouvernement est contre. Donc c'est quoi l'autre solution? C'est effectivement l'âge pivot. La CGT est contre, la CFDT est contre. Donc effectivement, ça n'aboutira pas. Et donc si le gouvernement passe en force, il ne peut pas y avoir de discussion. Non. Si le gouvernement passe en force, ça sera un véritable. Si nous avions des syndicats normaux entre guillemets, qui seraient représentatifs, non, ils sont pas normaux, ils sont pas représentatifs. Et non, mais moi je voudrais même un syndicalisme obligatoire. Même la CGT signe 80% des accords d'entreprise chaque année. On peut pas dire qu'ils sont pas dans en douce. En douce quoi, en douce. Quand il s'agit, le syndicat national. C'est pas un petit sujet là quand même. C'est pas pareil. C'est pas un petit sujet, ça engage des générations et des générations. Je suis d'accord, mais le syndicat, quand je dis normal, le syndicat d'une boîte qui a intérêt à ce que ça marche bien dans la boîte, il est entre guillemets souvent normal, il signe des accords.
pour afficher la façade des syndicats qui sont idéologues, qui sont politisés, qui sont pas représentatifs à l'échelon national, c'est une catastrophe. Et je pense qu'il faudrait des vrais syndicats, il en faudrait... Mais non, mais je pense qu'il faudrait... Pourquoi pas rendre le syndicalisme obligatoire ? Je connais bien, parce que j'ai fait 2 livres là-dessus, les dirigeants nationaux, je suis d'accord avec vous. Vous avez été dans les entreprises, je rappelle. Mais ça marche dans les entreprises souvent. Mais dans les entreprises, oui, mais à quel prix ? Parce que moi, dans mon entreprise Veolia, la CGT était carrément achetée par la direction. Bah oui. Oui. Bon, les achète. Alors, ce qui est arrivé souvent dans les grandes entreprises. Parce que arrive souvent dans les grandes entreprises. Bah oui. C'est l'affaire de l'UMM. Enfin, je veux dire, c'est vieux comme le monde. Donc, alors, acheter, attention au terme. C'est pas acheter, mais en tout cas, on se débrouille. Je parle des dirigeants. On peut dire les choses. Je parle pas de la base, des dirigeants. Bon. Mais en tout cas, la position de la CGT va certainement être rejointe par Sud Solidaire, par FO. La CFDT et l'UNSA, même l'UNSA a fait un mouvement de grève pourtant très modéré. Et la CFDT, voyant bien que visiblement on arrive vers l'âge pivot. Et le MEDEF, qu'est-ce qu'il va faire ? Tout le monde va partir, quoi. Oui. Et donc effectivement, je te rejoins, ça va finir par un passage en force. Alors est-ce que la stratégie, comme tu le disais tout à l'heure, de Jean-Luc Mélenchon de LFI est bonne ? Pour essayer de gagner du temps, je comprends bien, pour faire passer les choses après les élections municipales. Du fond aussi, Bon, vous n'êtes pas d'accord. Mais Mélenchon, il veut dire révolutionnaire. Avec 19 000, est-ce qu'avec 19 000 amendements, on peut parler du fond ? Mais bon, non, bien sûr. Mais c'est un faux débat. On n'y arrivera pas. Il y a une volonté délibérée de faire de l'obstruction. Je pose la question. Il l'assume, c'est une stratégie. Mais quand même, vous écoutez, et notamment dans le cadre des débats parlementaires, de la commission parlementaire, vous aviez du fond et du contenu sur quel monde de demain, quel monde du travail, quel monde des retraites. Vous aviez des propositions alternatives. On est d'accord, on n'est pas d'accord, la majorité n'est pas d'accord avec les amendements. Ils sont systématiquement rejetés, les amendements. Oui, mais enfin, vous connaissez le monde tel qu'il va. Pourquoi ils font les clowns ? Ils font les clowns. Non, ils font pas des clowns. Partout, ils font les clowns, même à l'Assemblée. Ils arrivent déguisés. Mais vous savez, quand vous avez une stratégie en face de... Non, mais quand vous avez une stratégie de la majorité qui est sans cesse de ridiculiser, de fermer les... Vous avez bien vu la stratégie qui a été de couper le micro toutes les minutes, de baisser le temps de discours, le temps de parole des parlementaires de l'opposition. C'est de l'obstruction à l'inverse qui est faite. Donc quand vous avez un mépris de l'actuelle majorité face au travail parlementaire qui fait par l'opposition, qui fait son travail d'opposition, eh ben oui, vous avez des réactions qui sont de l'ordre de l'happening, qui est de l'ordre de l'obstruction, qui est de l'ordre aussi du fond. En tout cas, c'est unique dans en même temps, Clémentine Autain hier n'a pas eu de réaction par rapport à Ferrand. Vous avez entendu son discours hier de Clémentine Autain de 5 minutes à la barre de l'Assemblée nationale. Elle a dû faire suspendre parce qu'elle savait pas quoi répondre. 5 minutes d'intervention. Bah, excusez-moi, c'était un discours. Il y avait que du fond, il y avait que du contenu dans son discours sur le banc de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que il y a effectivement Sud qui dit que Force ouvrière, qui s'interroge sur la suite, qui va se réunir aujourd'hui. C'est voué à l'échec quand même cette affaire, non ? Bah oui. Bah, j'espère que c'est voué à l'échec. J'espère qu'à un moment donné, le gouvernement va dire... Oui, mais si c'est voué à l'échec, ça passera en force, non ? J'espère qu'à un moment donné, le gouvernement va prendre acte qu'il n'y a pas de consensus possible sur cette affaire et que donc il faut reporter le débat parlementaire. Et on sent venir la CFDT aujourd'hui. On sent venir la CFDT qui commence à dire rien ne va sur la méthode, rien ne va sur le fond, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à avoir un vrai dialogue social et que donc il faut reporter ça. Si le gouvernement se retrouve seul, sans les syndicats, sans le patronat, monter un projet comme ça, il va se décrédibiliser. Il va décrédibiliser l'action politique. Je ne sais pas si vous avez vu le constitutionnaliste Didier Mauss qui qualifie la réforme des retraites de projet hors norme et qui risque l'inconstitutionnalité. Il faut que Laurent Fabius ose et le courage effectivement d'invalider. Pour apaiser le pays, il faut un référendum avec 4 questions, pas un référendum oui/non, avec des questions très précises. Où les gens Vous avez vu Baron Noir, Sophie ? Pardon ? Vous avez vu Baron Noir, Sophie ? C'est dans Baron Noir. Non, c'est dans Baron Noir ? Non, pas sur la question de j'aime pas Canal+. Pour un sujet comme ça, pourquoi pas un référendum ? Mais un référendum, et puis on prend ses risques, et quand le pays aura voté, il aura voté. Un référendum avec des questions très précises pour pas que ce soit oui, non, Macron. Oui, mais Sophie, le référendum, c'est à mon avis pour le gouvernement, et c'est pour ça qu'il veut accélérer les choses avant les municipales, ça sera le résultat des municipales. Oh non, mais ça n'a rien à voir. Non, le maire, rien à voir. Le maire on vote pour son maire. Oui, mais rappelez-vous que Castaner a voulu remonter pour les étiquettes à 9 000. Bien sûr. La majorité, très mauvais
pour ceux qui sont pour cette réforme de retraite, en l'occurrence La République En Marche, ça va pas leur faciliter la chose. Il y a une question politique, mais il y a une question d'amateurisme mais hallucinante. Vous voyez, la question des... ils avaient vendu un truc qui faisait presque consensus, l'histoire des 1000 euros, là, les 1000 euros de minimum aujourd'hui. Et Emmanuel Macron nous fait une sortie en nous expliquant qu'il n'y aura pas l'argent pour financer ces 1000 euros. Sur l'âge pivot, on revient en arrière. Sur la question de la valeur du point, on nous explique que ça va être indexé sur les salaires et que maintenant, en fait, on va créer un indicateur que l'INSEE n'est pas capable de créer. Enfin, c'est de l'amateurisme. Et puis les régimes spéciaux qu'on transforme en régime spécifique, c'est un foutage de gueule, quoi. C'est fini. Et Sophie, les auditeurs vous remercie pour le référendum. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est une revendication qui monte de plus en plus, la référendum. Voilà. Je crois que c'est la boîte de sortie, je vois pas autre chose. Merci ou les dissolutions. Merci les cas. Oui, mais ça, je pense que c'est beaucoup plus risqué. Hein. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera là. Et on se retrouve demain à 10h. Bonne journée.